Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 48e clé qui s'intitule l'addiction. Alors, comme à l'habitude, on va procéder en 4 étapes. Tout d'abord, on va définir concrètement ce qu'est le concept d'addiction pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde. Ensuite, la raison d'être, la portée, on va dire le champ d'application. La raison d'être, bien entendu, de s'en affranchir et 3e axe, on verra, 8 différentes techniques pour, tenter de pallier cette addiction et enfin, on terminera par, une dizaine de conseils. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'addiction concrètement? À vrai dire, il s'agit d'une dépendance pour compenser un manque. Ça, c'est très important, c'est une dépendance pour compenser un manque. La deuxième chose importante, trait caractéristique d'une addiction, c'est que, c'est souvent lié à une dimension affective, à savoir un manque, que ce soit de l'enfance, heu, de manière contemporaine en tant qu'adulte, un manque de reconnaissance et cetera et cetera. Donc souvent, c'est lié à l'affectif, d'accord? Consciemment ou inconsciemment. Plein de gens qui vont regarder cette vidéo en se disant: «Mais pas du tout». Et très souvent, c'est juste dans le subconscient. Troisième axe, c'est une sorte, en quelque sorte, c'est un parallèle, bien entendu, une sorte de boulimie pour laquelle on n'atteint pas la satiété. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes pourquoi l'addiction est différente de la surconsommation, d'une consommation en grande quantité, c'est parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à atteindre ce moment qui vous satisfait pour, la normalité en quelque sorte. Vous avez donc une consommation excessive et de surcroît, elle crée une dépendance. Vous ne pouvez pas vous en arrêter vous en départir pendant, un certain temps. Et d'ailleurs, faites le test, hein. On voit son degré de dépendance, ne serait-ce que si pendant une semaine, vous ne pouvez pas, faire sans votre, substance, votre produit, votre activité et cetera et cetera. Alors je vous invite à réfléchir à ça. Par ailleurs, en fait, un autre trait caractéristique de la notion de dépendance par rapport à l'addiction, c'est qu'en fait, votre bonheur illusoire, irréel, paradis artificiel bien entendu, il est fonction et conditionnel à justement cette substance, cet état. Donc forcément, c'est une quête qui va sans arrêt être répétitive pour recouvrer, retrouver cet état. Alors c'est très pavlovien parce que, en fait, dans le cerveau, on ne va pas rentrer trop dans la notion neurologique, etc., même si tout est lié aux notions des hormones, hein, notamment la dopamine énormément. Mais disons qu'en fait, il y a une mémoire du plaisir lié à la dopamine, lié à un produit. Je vous donne un exemple simple. Vous pouvez être alcoolique et juste le fait de voir une bouteille et de penser que alors que vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas, sous substance, vous pensez que le soir même, donc dans quelques heures, vous allez pouvoir, vous en envoyer quelques verres dans le cornet et ben, vous jubilez et vous êtes déjà dans la sécrétion de cette sérotonine. D'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, c'est réel et aussi pas réel. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est pas réel? Et on va voir qu'en fait, on va beaucoup travailler sur ça, cette dimension irréelle, de se figurer éventuellement la prise sans le faire et de se dire qu'en fait, ça veut dire que virtuellement, on peut accéder aussi à cette compensation. C'est ce qu'on va voir, bien entendu. Alors, avant d'aborder le quatrième point, qui est beaucoup plus, entre guillemets, personnel dans son approche, honnêtement. Il est uniquement, purement subjectif. Je vais vous lire en fait une citation de Carl Sagan que j'affectionne particulièrement, je trouve délicieuse, et qui est la suivante. Nous sommes une façon pour l'univers de se connaître. Une part de nous sait d'où nous venons. Nous aspirons à y retourner. Et nous pouvons le faire car le cosmos aussi est en nous. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Alors, je trouve ça magnifique et par ailleurs, en fait, on pourrait, je pense que si vous connaissez, enfin, vous me suivez depuis un petit moment et vous pouvez vous référer encore peut-être à la clé 5, le vivant, la clé 6, la connexion avec le vivant, la clé 3, la reconnexion à l'unité, recouvrer l'unité, etc. Enfin, il y en a plusieurs en fait qui allaient dans ce sens de retrouver, de recouvrer, de se reconnecter avec cette unité.
Et comme je vous ai expliqué, a priori, on viendrait de l'absolu avant notre incarnation et le terme étymologie, je l'ai répété bon nombre de fois pour insister, tant c'est important et primordial et existentiel. Le terme exister, existence signifie étymologiquement séparé. Donc on fait partie du grand tout avant de naître et on s'extrait du grand tout pour justement faire l'expérience de la dualité, de ce corps, des autres, etc. Mais ça n'est qu'une illusion. D'accord? Le but du jeu serait peut-être de recouvrer cette unité. Et donc, je vais vous inviter, entre guillemets, à réfléchir sur cette idée. Il me semble, encore une fois, ça n'est que personnel. Je ne l'ai lu absolument dans aucun bouquin. C'est purement de l'intuitif, du ressenti. Je suis un addict, d'accord? Et je dis je suis un addict parce que quand vous êtes addict, c'est pour votre vie. D'accord? Déjà, on va partir du principe, assez dommage, vous allez me dire « Ah mince, ça veut dire que j'arriverai jamais à me sevrer ». Si, on peut sevrer, la preuve. Donc, je vous ai déjà fait part, ancien alcoolique, ancien drogué. D'accord? Donc, bon, drogué, c'était pas des drogues dures, c'était du cannabis, mais qui obstruait totalement ma manière de vivre parce que c'était excessif, etc. Bref, donc tout ça, c'était des addictions. Je n'ai jamais essayé les autres drogues parce que je sais que c'est bon et que je sais que j'aurais été dépendant. Donc après, j'ai un potentiel addict pour pas mal de choses, d'accord? Donc je le sais et je me soigne, entre guillemets, ou je me modère. Disons, je me manage, d'accord? C'est ça l'idée. Alors, ne vous dites pas « Ah, je suis marginal, je suis différent, etc. » Les phénomènes d'addiction, avérés ou pas, touchent. Alors, j'ai tenté de voir des statistiques, c'est impossible de trouver de véritables statistiques. On estime entre un tiers jusqu'à plus de 50%, donc plus de la moitié, des Occidentaux. D'accord? Donc, et si vous allez, alors vous allez vous dire, ouais, pourquoi les Occidentaux? Ah bah, si vous allez dans les peuples premiers, que ce soit les Esquimaux danois, les Groenlandais, pardon, danois, justement, toutes les communautés indiennes du nord de l'Amérique, toutes les communautés aussi en Australie, les aborigènes ou les Maoris en Nouvelle-Zélande, etc., les taux sont encore plus forts, ils sont de l'ordre de 75 à 80% d'alcoolisme, de drogués, etc., etc. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ils ne sont pas, entre guillemets, prêts à affronter la dureté, la violence de la vie, et c'est un refuge. Alors, venons-en à ce point essentiel. Quand je vous dis c'est une quête d'unité, je pense viscéralement, profondément, en effet, que toutes ces quêtes, entre guillemets, toutes ces notions d'addiction, que ce soit par la drogue, que ce soit par l'alcool, et on va voir, on va lister, hein, il y en a plus que ça, c'est nécessairement une volonté, en fait, de sortir de sa prison égotique, aussi bien limitative du corps. Donc on veut une projection, une extension, une expansion de conscience, d'accord? On veut plus être cantonné juste à ce petit corps qui parfois dans lequel on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, on ne s'aime pas, ou bien donc on a envie de se projeter, d'élargir les champs de conscience, donc au niveau physique et psychologique, c'est-à-dire ceux qui ont des expériences, qui ont eu des expériences psychédéliques, que ce soit même par l'alcool, par rapport à la DMT, etc., bon, il y a une espèce de communion avec l'univers. Parfois, alors peut-être pas l'alcool, mais les DMT, etc., ou d'autres drogues un peu plus fortes, où vous êtes dans un cocon, où vous êtes complètement l'héroïne, vous êtes complètement sorti. Alors si vous avez des douleurs, vous n'en avez plus. Vous êtes en une espèce de paix, de communion avec l'humanité. Vous allez en faire des câlins à tout le monde, faire l'amour à tout le monde. Et en gros, vous êtes en paix. Vous avez accédé à la paix, unité, etc. Vous allez recouvrer en quelque sorte ce grand tout. Et alors, donc, je vais vous lister entre guillemets quelques addictions. Elles ne sont pas exhaustives, mais donc il y a l'alcool, bien entendu, il y a les drogues, les médicaments aussi. Ça, c'est une drogue. La camisole médicamenteuse est une autre forme de drogue acceptée. La France est le premier consommateur de tranquillisants. On le sait. Les États-Unis ont une consommation de drogue, on va dire, excessive. Mais de drogue, d'ailleurs en anglais même c'est un faux ami parce que on dit drugs pour justement les médicaments. Donc déjà là on part dans une ambiguïté. Mais ils ont une consommation incroyable. Et je ne connais pas d'aventure de pays où il n'y en a pas. D'accord? Tous les pays sont touchés. Et ce que je voulais vous dire aussi avant, c'est que voilà, c'est pas marginal. C'est tout le monde. Alors, il y a différents degrés, bien entendu, d'addiction. Il y a des niveaux, on pourrait en classer une dizaine. Il y a des gens qui sont extrêmement addicts. Il y en a d'autres,
c'est plus tendancieux, et cetera. C'est entre les 2 une grosse consommation et une petite dépendance. Voilà, c'est à réguler. Mais alors, les drogues, les médicaments, le tabac bien entendu, l'alimentaire, ce qu'on appelle les TCA, les troubles comportementaux alimentaires, c'est-à-dire, bon, il y en a différents, hein, mais la boulimie ou l'anorexie, donc on va dire, et souvent il y a des liens, c'est-à-dire parfois il y a des boulimies plus de l'anorexie, des phases, des mouvements, vomisseuses ou pas, etc., etc. Bon, j'ai vécu plusieurs années avec une personne dans le passé qui a eu ces troubles pendant plus de 5 ans. Je sais ce que c'est. Enfin, j'ai vécu ça. C'est un calvaire pour la personne, c'est qu'un calvaire pour le couple, etc. Et on ne s'est pas séparés à cause de ça, mais c'est quelque chose qui, bien entendu, est problématique dans la vie. C'est une décrépiture, c'est extrêmement difficile. Voilà, parce qu'après, on va voir aussi que le but, c'est de se sevrer et ensuite continuer à vivre. Or, la difficulté dans les TCA, c'est que, bon, une substance, l'alcool, ben, je ne bois plus, les drogues, j'en prends plus, et d'autres, mais quelque part, la nourriture, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc ça, c'est encore plus dur. C'est comme si vous disiez à un alcoolique, bon, ok, il faut continuer à vivre et tu dois continuer à boire 2 verres de vin par jour parce que c'est bon pour ta santé. Là, c'est dur. C'est dur, c'est comme on sait très bien que le fumeur qui arrête, s'il reprend une clope, il y a de grandes chances, s'il y arrive, tant mieux. Bon, en l'occurrence, par exemple, je vais vous dire, j'ai fumé jusqu'à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire, jeune, ouais, de 11 ans à 17 ans, pas bien. Bon, bref, et j'ai arrêté définitivement. En revanche, quand je buvais, je pouvais fumer genre un paquet et m'arrêter totalement. Je n'avais pas de dépendance, ce qui était complètement enfin, illogique, je ne sais pas si c'était logique, mais voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, c'est encore plus difficile pour ce qui est troubles alimentaires. Alors, une autre addiction, le sexe, c'est une addiction. Le jeu, alors le jeu en bourse, c'en est une, hein. Il y a plein de à Wall Street ou qui sont dans la bourse, qui sont de véritables cramés de la vie, excusez-moi, mais sous coke tout le temps et qui jouent à la bourse, etc. Comme on jouerait le film Ma part du gâteau avec Lelouch. Excellent. Ce film, bon, il est très simple, mais excellent à quel point de montrer un trader à quel point il peut être hors de la réalité et placer ses pions et dire ah, on est trop fier de lui, ah, on a dézingué cette société. Ah ouais, et puis la dame, elle est restée sur le carreau, comme plein de foyers, et le mec, il est complètement hors sol, complètement déconnecté, il joue aux jeux vidéo en gros, et il ne sait pas qu'il y a des conséquences derrière, des foyers, etc. etc. Bref, je vous invite dans l'ouvrage La mort, trait d'union avec l'éternité, je fais un petit laïus avec l'un des personnages qui parle à son père, qui est justement numéro 3 d'une grosse multinationale, en fait, un directeur financier, et il lui met un truc dans la gueule pendant au moins 5-7 minutes, il le pilonne, mais du genre, il se prend tout dans la gueule, genre tout ce qui est les actionnaires, etc. Ça vaut le détour. Honnêtement, c'est... On a lâché un petit peu les chiens, on s'est fait plaisir, mais c'est ça, c'est ce truc où, alors je dis pas que tous ceux qui jouent en bourse, qui sont actionnaires, sont hors sol et sont déconnectés, mais il y en a, et notamment dans les traders, il y en a qui sont complètement. Bon bref, et donc c'est une dopamine, c'est un jeu pour eux. Ça, c'est scandaleux. Ensuite, il faudrait un accompagnement psychologique, limite, hein, pour ce genre de cas de figure. Bon, des gens qui jouent au jeu, c'est-à-dire au casino, il y a des gens qui sont interdits de casino parce qu'ils se savent une faiblesse par rapport à ça. Il n'y a pas du gain, il y a un moment, vous êtes excité, ça peut être des gens en ligne, et maintenant tout est fait pour, hein, tout ce qui est fait pour le football, etc. Vous pouvez être un petit joueur, le poker en ligne, j'ai connu des amis proches qui sont tombés là-dedans, etc. Ils cramaient tout leur argent, et puis c'est surtout ça désociabilise, parce que c'est quand même plus, entre guillemets, facile de jouer en ligne et tout, plutôt que d'aller bosser, ça c'est une réalité. Ou voilà, ou même, je suis désolé, mais les bitcoins, etc., enfin toute cette mouvance, bon, bah, c'est quand même de l'argent facile. Je veux dire, alors, je dis pas parce qu'il faut s'investir et tout dans l'idée, mais je sais pas, quand vous pensez que certaines personnes arrivent à faire des fortunes colossales grâce à ça, ouais, on se demande si c'est pas un peu. En fait, c'est très simple, hein, c'est la bourse. Alors, la bourse, les actionnaires, c'était pour une forme d'élite, et puis là, c'est entre guillemets, le peuple qui peut se permettre de faire la même chose, qui enrichit, entre guillemets, encore plus la dynamique d'illusion de la réalité. C'est-à-dire qu'en plus, les bitcoins, sans vouloir les défoncer, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Il y a des trucs mais complètement aberrants maintenant, il y a des multinationales qui se mettent dessus, donc forcément ça fait des cracks et il y en a plein qui perdent leur argent dessus. Par ailleurs, ça pompe
une énergie colossale, c'est-à-dire que c'est absolument pas l'écologique, etc., etc. On pourrait en venir là-dessus, mais voilà, je respecte ceux qui en font, mais j'ai des amis qui le font, mais dans l'absolu, bon, encore une fois, si c'est pas pathétique, enfin pas pathétique dans le sens d'une pathologie, je dirais que ça va, mais le principe, il faudrait quand même creuser un petit peu. Le jeu, donc dans l'absolu, même les jeux vidéo, c'est une forme d'addiction, etc. Dès lors que vous y consacrez un temps colossal et que vous n'avez plus d'autres centres d'intérêt, vous ne voulez plus voir les gens, etc. Dans la vie, je veux dire, la bonne bouffe, les fleurs, la nature, enfin tout ce qu'on a vu, ça veut dire que vous avez franchi un seuil. Alors, je vais parler aussi, évidemment, ensuite quelque chose qui peut faire bondir certains, qui est la notion de dépendance. Alors, c'est pas exhaustif, hein, bien entendu. La notion de dépendance au malheur. Ah bon? Comment? Oui. Le syndrome Calimero, comme je l'ai baptisé, c'est une forme de complaisance inconsciente, bien sûr, de spleen, d'être dans un schéma qui s'entretient, où notre raison d'être devient le malheur. Donc nous sommes malheureux. Donc, alors que normalement, je suis en état dépressif, ok, ponctuel, ça peut durer un temps, des années, en effet. Mais dès lors qu'on décrète je suis malheureux, et ça ne changera pas, en quelque sorte, il y a une forme de complaisance. Je suis pas, attention, je ne suis pas en train, je connais la dépression, je l'ai vécu, je sais que c'est une maladie, il y a différents degrés, tout le monde n'est pas dans ce même schéma, mais il y a parfois une forme, entre guillemets, inconsciente de complaisance. Je m'explique, vous m'excusez, ne m'en voulez pas si vous êtes dans ce cas. Et voilà, c'est de la provocation pour provoquer une réaction. Et par ailleurs, je ne suis pas en train de dire que toutes les dépressions, j'ai plus de 5 personnes qui se sont suicidées dans ma famille. Nous avons un taux de dépression très conséquent. Donc je ne minimise pas du tout les dangers, d'accord? Et quelque part, en ayant tété, c'est pour ça que je peux, entre guillemets, avec plus de légitimité peut-être, aider à une certaine manière. Ça ne marche pas tout le temps, je ne dis pas qu'il y a une science infuse, etc., qu'il y a une vérité absolue, qu'il y a une formule magique, mais ça peut y contribuer, s'il vous plaît. Donc du genre, en fait, oui, il y a ce côté... ouin, j'ai plein de malheurs, donc du coup, il y a l'épaule de quelqu'un qui va toujours revenir. Et en fait, on aspire à une sorte de sacraliser une attention, une intention, une compassion, etc. Oh, le pauvre, etc. etc. Et c'est plaisant, c'est plaisant. Les gamins, quand ils regardent, ils tombent et ils regardent s'il faut pleurer. Regardez, faites le test. Ils regardent maman, elle ne me regarde pas, bon, elle ne me calcule pas, je commence à pleurer, vraiment, elle ne me calcule pas du tout, bon, bah, je pleure pas, d'accord? Elle me regarde, je pleure, et j'insiste bien, elle vient à mes devants, oh, qu'est-ce que c'est bon d'être dans les bras de maman, etc., un petit câlin, un petit bisou, un petit gâteau pour compenser, peut-être un petit peu de sucre, etc., enfin, tout ça, c'est lié. La plupart du temps, un petit jouet, aller à l'extrême, etc. Donc du coup, bah, le mécanisme de l'enfance, et puis après, bah, ça revient dans la vie. Et ça, en fait, je vous dis encore, c'est neurologique hein, aussi. On va voir que justement, les phénomènes d'addiction sont compensatrices de cet état, et par ailleurs, vous empêchent. En fait, le problème de l'addiction, c'est que bien souvent, ça casse les liens naturels de l'accès aux 4 hormones du bonheur qui sont la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine et le plus simple, le plus connu, les endorphines. Pardon. Du coup, donc en fait, c'est comme si vous aviez des conduits qui étaient bouchés, obstrués. D'accord? Donc en fait, naturellement, vous avez un accès au bonheur qui est beaucoup plus difficile, sauf avec cette substance. D'où la difficulté de raccrocher, d'être clean, de se départir, et c'est pour ça qu'il y a autant de rechutes. On le verra plus tard. Alors, encore une fois, quelque part, oui, c'est une source de dopamine forte et il y a une notion de tolérance aussi qui s'instaure. Si un alcoolique, bon, bah, il a besoin pour se mettre bien de descendre une bouteille, d'accord? Une bouteille de vin, pour lui, c'est que dalle. Moi, à l'époque, pour sortir, je buvais une bouteille et demie de vin. Et c'était pour accéder à l'apéro des copains. Ensuite, l'apéro, il y a d'autres choses, vous imaginez. Donc je venais avec mon minimum. J'étais juste détendu, bien. Vous voyez, c'est pas du tout rationnel. Alors que normalement, quelqu'un de normalement constitué, aujourd'hui, vous me faites boire 3 verres de vin, je suis dans le décor. Quoi. Enfin non, pas dans le décor, mais je suis plus que guéri, j'imagine. Vous voyez. Donc, évidemment, vous avez besoin de toujours de plus de plus.
C'est la même chose dans le sport. Les effets que j'ai eus quand j'ai commencé à reprendre de manière intensive la course, ou le sport, au début, bah, je faisais, 2 kilomètres, j'étais rincé, j'avais plein d'endorphines, j'étais, shooté. Bah, maintenant évidemment, pour atteindre ces états, il me faut minimum 7 bornes, 8 bornes et cetera et parfois il me faut des pauses. Si je le fais tous les jours, ça marche plus et ben, c'est le même principe. On s'immunise en quelque sorte par rapport, entre guillemets, «au produit» ou à l'état. Donc ça, forcément, ça inclut la notion d'augmenter sans arrêt les doses, jusqu'à, ce point de non-retour de l'overdose pour les drogues dures. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la notion en psychologie de récompense. C'est-à-dire, en fait, c'est la mémoire du bien-être. C'est ce que je vous ai dit avant, bien-être ou bienfait. Faut pas se cacher, quand on prend les produits, on n'est pas complètement con, c'est parce que ça nous apporte du bonheur. Enfin, illusoire, mais certes, ça nous apporte une compensation. Quand on prend de l'alcool, on se sent bien, normalement. Ça compense nos problèmes, on les voit plus de la même manière. Quand on prend de la drogue, on se sent mieux, etc. etc. Le refuge dans la nourriture, la boulimie et tout, on compense un manque, un vide, etc. Donc à ce moment-là, quand on a fait notre crise, au moment, on se sent un peu mieux. Après, il y a le sentiment de, comment dire, de remords, etc. Donc du coup, souvent, on enchaîne avec les vomissements et puis on s'en veut, on y a une rancœur, etc. etc. C'est sûr, c'est de courte durée. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne le fait pas pour se faire du mal. La plupart du temps, on le fait, on est addict, entre guillemets, pas volontairement, mais on va sur ces produits qui vont créer une addiction par la répétition parce que, évidemment, c'est pour nous faire du bien. C'est un bienfait et un bien-être, bien entendu. Alors, justement, c'est la notion de récompense du cerveau qui, un peu comme Pavlov, la clé de Pavlov, la cloche de Pavlov qui associe ce produit à du bonheur et en fait, il conditionne au fait que de toute façon, neurologiquement parlant, vous ne pouvez plus accéder entre guillemets à ce bonheur si vous n'avez pas la substance. En gros, la vie est fade. C'est-à-dire, vous êtes un cocaïnomane ou un héroïnomane. En fait, la vie vous fait profondément chier. Elle est noire et blanc. Les gens sont chiants. J'ai plus envie de les voir. Ils disent que de la merde. C'est pas intéressant. C'est plat, etc. Et tout est comme ça. Bouffer, ça sert à rien parce qu'on va chier. Non, mais je suis désolé. C'est exactement comme ça. Avoir des mômes, pourquoi? T'as vu le monde de merde, etc. Et en fait, vous êtes dans un schéma où, en fait, rien ne prend de sens. Et juste votre substance vous permet de faire des choses. Donc, du coup, elle est conditionnée. Je peux, à l'époque, quand je fumais des joints. En fait, tout devait être comme ça. C'est-à-dire, je me levais le matin, il fallait fumer un joint juste pour regarder les news, il fallait fumer un joint pour, je sais pas, j'allais à une expo, je fumais un joint. Enfin, le truc ridicule, quoi. Je veux dire, ah ouais, et si j'en fumais pas, je me sentais stressé. Et du même ordre, alors, je parle même pas des conditions, vous en avez pu, etc. Enfin, ça devient, vous êtes comme ça, vous n'êtes pas bien pendant 2 jours, et en général, vous prévoyez. Moi, je me souviens, je le visualisais souvent, notamment quand j'avais, par exemple, du hashish. Je visualisais en me disant, c'est vraiment, si vous connaissez en littérature, la peau de chagrin, je visualisais comme telle. La peau de chagrin, en fait, c'est une métaphore où on conditionne une peau de cuir, un morceau de cuir, au bonheur. Et plus il demande des souhaits, enfin des rêves à accomplir, ou même plus il est heureux, et plus cette peau de chagrin réduit. D'accord? Et en fait, c'est un conditionnement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une visualisation quantitative du bonheur. Et donc, du coup, plus il demande, et plus, sans dévoiler la fin de l'ouvrage, et je me disais, putain, mais en fait, je réalisais, j'étais quand même conscient que mon shit, c'était en gros un peu la même chose, quoi. Plus je réduisais, et plus je me rendais compte que si je n'en avais pas, je tombais en rade, j'allais être pas bien. Alors, je vous parle même pas les conditions quand vous êtes à l'étranger, d'aller dans les espèces d'endroits. Je ne parle même pas dans les conditions que j'ai pu en avoir parfois, mais c'était d'une dangerosité, des espèces de favelas dans des quartiers, des ghettos, enfin, surtout à l'étranger. Incroyable. Bref, ça prend une partie de votre tête, c'est dangereux, etc. Enfin, je ne parle même plus de ça, je pense que c'est ça. Alors pourquoi? Quelle est la raison d'être et les champs d'application d'un sevrage et de s'en départir? Tout simplement pour être heureux naturellement, je pense que c'est assez simple, c'est-à-dire accéder à une complétude intérieure. C'est la différence avec le plaisir. Le plaisir, c'est extérieur, c'est conditionné aux autres, au plus d'argent, au plus d'attention, au plus de plus, comme j'ai déjà expliqué, tandis que la complétude, le bonheur, l'harmonie, c'est intérieur. Donc vous n'avez pas, ça ne dépend pas des éléments extérieurs, ça ne dépend pas de votre produit, ça ne dépend pas de votre substance, etc. Donc
enfin, quand vous dites par exemple, en fait, je suis conditionné à mon putain de bout de shit, et en gros, si je ne l'ai pas, bah, je suis pas heureux. Donc ça veut dire que vous pouvez être dans le plus bel endroit du monde et vous ne l'êtes pas. C'est quand même pathétique. Et alors que vous dites, bah, putain, si jamais il y avait une déferlante, je sais pas, un tsunami, etc., en fait, je serais toujours malheureux à cause de ça. Alors vous sentez que vous êtes complètement conditionné à ça et que vous n'êtes pas du tout libre, en fait. Que votre produit vous efface tout simplement. Alors, 2, être en meilleure santé, je pense que c'est assez simple. 3, santé mentale ou physique, bien entendu. 3, l'addiction entrave le processus individuel et collectif d'éveil, c'est-à-dire que ben, si vous êtes dans l'éveil, et il y a des gens qui confondent, hein, il y a des gens qui sont dans un processus d'éveil, mais qui continuent à pratiquer, à avoir beaucoup de drogue, de consommation. C'est pas un jugement, mais en l'occurrence, souvent ça obstrue, hein. L'ego spirituel, le détachement, enfin vous êtes complètement barré et déconnecté de la réalité, ça arrive. Ça c'est vraiment un truc, je le vois, hein, de plus en plus dans la spiritualité, notamment New Age, là que ça part vraiment dans tous les sens et ben, c'est pas pour perdre de pied, hein. Encore une fois, la spiritualité, c'est pas une finalité, c'est un moyen. C'est un moyen de quoi? D'accéder à l'harmonie, à la complétude, au bonheur, à la vie, épicurienne, pardon, connectée avec l'invisible et tout, mais pas que. C'est pas être de réfugié dans sa chambre, dans le noir, mais on est bien avec son joint, et la spiritualité, elle est bien. Alors, je suis dans le monde des elfes et tout. Ben, là, c'est un petit peu comme le geek qui est avec ses mangas et qui se paluche dessus, je suis désolé, et qui veut revoir personne, etc. Ben, ça, c'est une forme de pathologie, c'est triste. Enfin, c'est pas un truc, je veux qu'il y ait un canon de s'ouvrir à la vie, mais c'est un peu dommage, quoi. Enfin, bonheur est encore plus fort quand il est partagé, à mon sens. Alors, 4, développer ses capacités sans addiction. Okay, parce que honnêtement, quand on s'enlève de ces drogues, en général, on sent mais vivre. C'est comme si vous aviez eu des putains de boulets aux pieds et que vous couriez avec très régulièrement, et à un moment, vous les enlevez. Putain, mais en fait, moi, quand j'ai arrêté de picoler, je me tapais des gueules de bois à aller à l'école tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, tous les matins, quand j'allais à l'école, j'étais, mais vous imaginez, quand vous êtes bien cher au Nouvel An, bah, j'étais comme ça, la barre et tout, il fallait que je me concentrais, c'était horrible. Quand j'ai commencé ma carrière, à des moments, j'ai eu des reprises, des rechutes, il fallait que je voyage, je prenne l'avion, etc. J'étais tout suant, j'étais tout dégueulasse et une journée, mais c'était un calvaire, 12 heures où vous avez des rendez-vous avec tout le monde, etc. Et vous ne buvez pas. Alors quand vous rebuvez le soir, en général, vous remettez bien et tout, ça va. Mais c'était juste horrible, horrible. C'était vraiment un putain de calvaire. C'est vraiment s'affliger. Et de même pour le joint, c'est-à-dire que c'était pas aussi violent au niveau du corps, mais ma mémoire, il y avait des trous, comment dire, j'avais moins de motivation, etc. Et pourtant, j'étais dans un taf dès le début où il fallait que je bosse 12 à 13 heures par jour. Donc forcément, ma concentration a été altérée, ma motivation, etc. Et quand j'ai arrêté tous ces trucs-là, putain, je me dis, mais en fait, la vie, elle est trop facile, quoi. Et je me suis senti vraiment poussé des ailes. Je me suis dit, mais en fait, mon cerveau a une super capacité mémorielle, etc., etc. En fait, je pouvais entreprendre plein de choses. J'avais l'impression que c'était limitless, en fait, dans ma tête. Et le film, j'invite d'ailleurs, il prend une substance. Donc là, non, c'était naturel, vraiment. Et si, d'aventure, vous avez vécu ça, en général, ouais. Alors, pas tout de suite, mais les capacités, après, elles se décuplent. Et plus vous travaillez là-dessus, et plus c'est phénoménal. Et franchement, je vous dis, en fait, les phénomènes de substances, drogue, alcool et tout, ça pète vos cycles circadiens, donc vous dormez moins, votre mémoire, elle est affectée, etc., etc. Donc forcément, quelqu'un qui est dans l'éveil et qui dit non, non, mais moi, ça me permet vraiment d'ouvrir mon troisième œil et tout. Ok, peut-être ponctuellement, mais je ne suis pas sûr sur le long terme, tous les jours, répéter, pour moi, ça affecte. Ça plombe et pour moi, c'est pas. Si les gens arrivent à ne pas en abuser, point d'interrogation, je ne veux pas faire l'apologie du tout, parce que moi, vous avez bien compris que je suis plutôt dans le sens être clean et vraiment. Mais je ne peux pas dire aux gens, entre guillemets, faites ceci, faites cela. Chacun doit le sentir. Mais je pense que, honnêtement, sur le long terme, ça obstrue nécessairement. Alors, oui, cette notion, enfin, c'est comme la clé qu'on a vue, la 42e, sur la technique du chaos. Eh bien, oui, c'est cette notion de grande liberté quand vous êtes sevré, vous avez arrêté définitivement une substance, mais vous vous sentez pousser des ailes, vous sentez une profonde liberté et vous vous sentez vraiment affranchi, etc. Alors, continuons avec des notions de technique. Alors, je vous en donne 8, bien entendu. Il s'agit là
de ne pas, enfin, il y a un accompagnement psychologique, psychiatrique parfois, médical, et cetera, qui est nécessaire, d'accord? Ça, c'est plutôt du curatif. Ce que je vous donne là, ça va être du curatif, mais quelque part qui n'aura pas la vocation d'un véritable suivi médical. Je ne suis pas en train de vous dire il faut uniquement faire ça et le reste suivra. Non, ça peut suivre. La preuve, j'en ai été. Moi, j'ai pas eu besoin je me suis sevré tout seul, j'ai pas eu besoin de psy, etc. En revanche, il y a des gens qui en ont besoin. Donc, s'il y a pas, c'est pas parce que ça a fonctionné pour moi que ça fonctionnera pour les autres. Encore une fois, tout ça, c'est vraiment privé, enfin, c'est personnel. Donc, je pense qu'il y a des recours qui nécessitent, l'héroïne et autres, un accompagnement avec des professionnels, des thérapeutes, etc., des sophrologues, je ne sais pas, enfin tout type des coachs en addiction probablement, etc. D'accord? Ça, c'est important. Alors, il y en a 8 qui sont, bien entendu, des accès encore à recouvrer l'unité, mais pas dans le sens de fuite. D'accord? Alors, la première, vous la connaissez, c'est l'hyperventilation, c'est-à-dire la respiration chamanique, holotropique, rebirth, peu importe comment on l'appelle. C'est de l'hyperventilation. Je vous invite à visionner la vidéo 23, la clé 23, avec notamment l'exercice qui permet d'hyperventiler. Et, ouais, vous sécrétez de la DMT en quelque sorte, et si vous faites celle qui est encore plus poussée et puissante, qu'on a vue dans la clé 40, ouais, vous tripez littéralement et vous pouvez accéder à des niveaux de conscience. Moi, je le fais une fois par semaine, par exemple, alors l'hyperventilation comme dans la clé 23 exercice, je le fais tous les jours. D'accord? C'est avant ma petite sieste, je le fais, je m'hyperventile, etc. Et donc ça m'apporte un petit bien-être. C'est comme si je buvais un petit verre de vin et je suis trop bien, quoi. Et ça, l'hyperventilation type rebirth, etc., enfin plutôt respiration chamanique, comme dans l'exercice qui existe, 40, de la clé 40, je le fais une fois par semaine. Et en gros, c'est ma grosse biture de la semaine pour se détendre, etc. Et vraiment, alors vous allez dire, c'est une autre forme de fuite. Oui, mais qui est saine. Donc non, c'est pas une fuite parce que j'aime la vie. Je pense qu'on le sent, on le ressent avec. Je m'invente pas une vie. Hein, c'est pas un personnage que j'ai créé. C'est au quotidien. Donc je suis profondément bien et j'ai ces moments de. Je pense que c'est important d'avoir une conscience altérée à certains égards de temps en temps, comme le rêve est nécessaire. Comme c'est pour ça que la nuit, on peut pas. Si on s'injectait, je sais pas, une substance qui nous empêchait de dormir, je pense qu'on deviendrait fou parce qu'on a besoin de s'aérer la tête dans l'absolu, de ne plus penser. Donc méditation, mais aussi je sais pas, rêver, avoir une fantaisie, etc., sortir d'un cadre, ça fait vraiment du bien, ça repose véritablement. On le dit, aller en vacances, s'aérer la tête, c'est le même principe. Donc, j'utilise tous ces moyens pour justement parce qu'en fait, je vous dis franchement, là je vous parle brut et cash. C'est pas un truc que j'ai lu dans les bouquins, c'est pas un truc machin. Ah tiens, on va leur filer un ballon aux gamins qui prennent de la drogue comme ça. Je suis désolé, c'est cuit vapeur ça. Il faut un truc balèze, il faut un truc qui transcende. Il faut un truc fort. Il faut des putains de palliatifs qui nous retournent. Sinon, le mec qui prend de la coke, qui prend de l'héro, il va me dire t'es gentil, tu me proposes de la méditation. Je suis désolé, c'est comme de l'homéopathie pour un cancéreux. Il va me dire mais qu'est-ce que tu me fais avec ça, quoi? Alors peut-être ça fonctionne, hein, les plantes et tout, on peut arriver. Mais ce que je veux dire par là, je pense que vous comprendrez, il y a un putain de gap avec des gens qui ont vraiment des. Alors, c'est pour ça que c'est à degré variable. Mais ça, par exemple, l'hyperventilation, ouais, elle fait des transes, etc. Alors, ça, c'est au début, c'est quand vous n'êtes pas habitué, en général, quand vous avez pas mal de traumas à nettoyer. Mais cela étant, moi, quand je le fais, mais je tripe, vraiment. Je commence à me voir sortir, j'ai une expansion de conscience. Enfin, voilà, c'est juste jouissif. C'est vraiment jouissif. Et c'est pas pour. Je reviens et je suis content de retrouver la vie, hein, bien entendu. Mais ouais, c'est expérimental, c'est un truc qui est fort, en fait. Voilà. Donc ça, je vous invite à creuser sur cette question, tout ce qui est respiration. Alors, si vous êtes vraiment intéressé, parce qu'il y a différents degrés, hein, ce qu'on appelle le pranayama hein, dans l'hindouisme, c'est comme le yoga, mais pour la respiration. Tous les plus grands sages qui ont développé, Krishnamurti par exemple, il disait tout le temps, chaque jour, je fais une demi-heure de méditation, je fais une demi-heure de respiration. Et pourquoi? Parce que ça oxygène votre corps, etc., votre fluidité. Moi, j'ai moins besoin de dormir grâce à ça aussi. C'est pas que la grosse hyperventilation.
C'est le gros ménage de printemps, comme les jeûnes que je fais, et cetera. Voilà. 2, la transe. Alors la transe, vous pouvez y accéder par différents moyens, sans substance bien entendu. Notamment ce que je vous ai présenté dans la clé 37, la transcendance, c'est-à-dire la danse extatique, vous êtes dans votre délire, etc. Et quand je fais des trucs comme ça, c'est pas genre, c'est vraiment je suis dans mon trip. On ne me voit pas, hein, la plupart du temps, je le fais seul. Je sors de mon corps, de ma conscience, je sais plus. Parfois, je me revois si j'ai été filmé et je me dis waouh, putain, j'étais perché là. Et vraiment. Et donc ça, c'est un truc. La musique dans l'absolu, la danse dans l'absolu. C'est ça, hein. C'était une quête. Pourquoi il y a tant de mouvements rythmés dans toutes les traditions du monde? C'est cette aspiration. Alors, de la même manière, j'en viens à tout ce qui est percussion. Moi, je fais du tambour, justement, soufi et chamanique, d'autre part. Et c'est vrai que ben, tous les mois, je fais mon feu avant la pleine lune et je chante, etc. Je change aussi des chants avec notamment juste des vibrations, des répétitions, des mantras, etc. Et je me mets dans un truc répétitif et ouais, j'ai une tendance. La chamane, dans le trip, enfin le voyage pardon, expérimental que j'ai eu, qui est un voyage réel, hein, en 2016, voyage chamanique avec la chamane mongole, pendant 12 jours, elle se mettait en transe par une vingtaine de minutes, 30 minutes de percussion. Elle ne prenait pas de produit, hein, prenait pas de substance, hein, elle buvait juste un petit coup de vodka, mais c'était pas ça qui la mettait vraiment dans un truc, enfin un shot de vodka, bon bah, ça vous détend un peu, mais c'est pas ça qui vous fait sortir du corps, hein, donc voilà. Et donc ça, je vous invite à travailler sur ça, cette notion de transe. Encore une fois, pas pour être dans la démence, bien entendu, mais juste sortir un peu, enfin se lâcher un peu. Alors, troisième, de même, je vous invite à vous référer à la clé 40. La sortie de corps, le voyage astral ne doit pas être une fuite. C'est de l'ordre de l'expérimental. C'est de l'ordre de, encore une fois, d'avoir des informations, etc. Tout comme, enfin, en fait, pour moi, c'est vital. Je pense que beaucoup de gens le font sans en être conscients. Et c'est vital dans le sens où vraiment, alors si on arrive à le faire une fois par an ou une fois par tous les 6 mois, etc., c'est bon pour la santé. C'est un petit peu comme si vous faisiez une retraite avec vous-même, silencieuse, de jeûne, de méditation, de 3 jours, j'en sais rien, tout seul. D'accord? Une fois par an. C'est un moyen de... C'est le grand ménage de printemps en quelque sorte. La sortie de corps est pour moi vitale. Et c'est pour ça qu'elle est si présente dans toutes les civilisations premières. Et on la retrouve. Encore une fois, je vous réfère à... Mais il y en a plein d'autres, hein. L'Institut Monroe, mes amis de Gaïa Méditation que je salue, toute l'équipe des frérots, les 5 frères qui sont, je vous invite à vous abonner à leur chaîne, elle est vraiment excellente et c'est vraiment des gars très authentiques et sincères, etc. Je les apprécie beaucoup, c'est vraiment des gens incroyables. D'ailleurs, leur maman est balinaise d'ici. Bon bref, tout ça pour dire, ouais, il y a plein de moyens d'accéder à ça, plein de techniques autres que les miennes si vous n'avez pas forcément tout intégré, parce que ça dépend des gens. Il y en a d'autres qui, ça vous parlera pas. Mais plus, pardon. 4, les sports extrêmes. Alors, les sports extrêmes permettent justement de sécréter de l'adrénaline et notamment de la dopamine qui vont permettre de compenser. Alors, sport extrême, c'est quoi? Du ski, c'est du parachute, c'est du parapente, c'est quoi? C'est, j'en sais rien, du kitesurf, enfin, toutes ces choses qui vont vous booster. Alors, ça, c'est plutôt au début. Quand vous êtes dans la période, vous êtes sevré, vous êtes clean, vous êtes entre deux, et voilà, ça vous permet vraiment de compenser pendant cette période. Vous allez avoir des trips. Alors, par exemple, le surf, ça l'est, mais beaucoup moins. Mais franchement, moi, je vous dis, quand je surfe, je vous ai déjà dit, hein, je ne pense pas être bon, mais ça surfe, machin, et puis c'est très intense. Vous pédalez, pardon, vous nagez sans cesse, etc. Vous prenez des vagues dans la gueule et tout. Franchement, vous êtes mais rincé. Je suis vide et quand je finis, j'ai l'impression vraiment d'être stone, quoi, wow, d'être sur une autre planète. Je suis là. Enfin, j'avais aussi cette sensation-là quand je faisais de la boxe taille et tout, quand sur un ring où même l'entraînement était tellement intense que
Après, honnêtement, si c'était le matin que je le faisais pendant toute la journée, mais j'étais sur un nuage, quoi, dans du cocon. On pouvait me dire des trucs, ah ouais, et tout. Comme quand je vais courir et tout, si j'ai des réunions d'aventure l'après-midi, avec mon bureau et autres, ah, je suis plus serein, ah, je suis plus zen, hein. Franchement, j'ai une tolérance qui est beaucoup plus accrue. Bref, cinquième, c'est surtout d'avoir des centres d'intérêt. Ça, c'est hyper important. Alors, des centres d'intérêt, je dirais même une passion. Une passion qui va vous permettre, c'est pas un truc que vous aimez un peu, du genre, je sais pas, la philatélie ou je sais pas, collection des papillons, j'en sais rien, un truc qui, ok, je l'ai fait pour dire de. Non, non, un truc qui vraiment soit transcendantal, enfin, qui soit vibrant, quoi. Je sais pas, l'écriture s'en est, je suis comme ça, enfin, je suis dans mon trip et tout, je vois plus la notion du temps, enfin, je suis vraiment dans mon délire, mais j'en ai plein, en fait, des passions qui me. Et c'est important de visualiser vos centres d'intérêt, de vous mettre à fond dans un truc qui ne doit pas tomber dans une autre forme d'addiction, bien entendu. Alors ça peut être le développement personnel, ça peut être le développement spirituel, ça peut être le développement de ses capacités, ça peut être se donner des challenges, j'en sais rien, vous dites « Ah tiens, je vais atteindre le semi-marathon d'ici 6 mois ». Et vous vous mettez des petits challenges comme ça, et ça vous motive, etc. Et puis c'est un plaisir voire un bonheur qui va se transformer. Voilà, donc ça, je vous invite véritablement des passions, c'est pour moi l'un des meilleurs paliers. Alors, 6, des nouvelles sensations. C'est important, je pense, d'avoir des nouvelles sensations. Alors, je vous donne 3 exemples qui sont que je pratique beaucoup. Alors, j'ai notamment eu une formation, notamment dans le troisième, c'est le Watsu, c'est Water Shatsu, qui est en gros un massage dans l'eau. Alors, c'est des gestes, c'est très poétique, c'est très. Alors, vous le faites ou vous le recevez. Et franchement, c'est une espèce. Alors, très bien pour le couple aussi, il y a un côté sensuel, etc., mais pas forcément, même si vous êtes célibataire. Je vous invite, c'est un truc, en fait, ça permet de recouvrer l'enfant intérieur, les mémoires cellulaires, etc., etc. Enfin, c'est. Et au-delà, une fois que vous avez tout nettoyé, même si vous n'avez rien à avoir de résurgence, de rémembrance, c'est juste un truc, un plaisir, enfin un pur bonheur, et vous pouvez facilement recouvrer l'unité. Donc ça, je vous invite, c'est des sensations nouvelles. Le floating aussi, alors je ne sais pas si on pourrait le traduire en français comme flottement, la flottaison peut-être. Alors ce sont des caissons à la base, donc c'est assez cher, hein. Moi j'avais essayé ça, je crois que c'était en 2008 en France. Et bon, il y en a ici à Bali, quelques-uns. Mais après, vous pouvez vous le faire. Alors, en fait, c'est avec de l'eau salinée. Donc de l'eau saline qui excède 7 fois, enfin c'est comme la mer morte. La mer morte, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. En gros, l'eau saline est 7 fois plus importante que l'eau normale, donc du coup en fait, c'est très visqueux en fait. Donc en gros, vous n'avez pas besoin de nager. Faire la planche, même si vous ne savez pas faire la planche, vous tenez. D'accord. Donc c'est assez impressionnant d'ailleurs, et c'est même difficile en fait de nager. Bon bref, et donc vous êtes dans un caisson et en fait vous relaxez, et en fait bon, vous êtes là pendant 1 heure, donc c'est dans le noir, il y a de la musique et tout, et en fait vous avez un décollement. Moi je l'ai fait justement avec des sessions de plus d'1 heure, assez longtemps, et vous avez un décollement de la conscience. Il y a un moment où vous ne savez plus où est votre bras, s'il est là ou s'il est là, etc., ou s'il est là, etc. Et en fait, vous pouvez avoir des projections, quand vous le faites de plus en plus, des projections de conscience. Pour moi, c'est un superbe outil. Alors, en plus, perso, je l'ai reproduit notamment ici, je le fais assez souvent, avec justement les boudins de shiatsu, avec juste un truc, vous savez, d'avion, juste en plastique. Donc c'est un équipement qui coûte rien du tout, j'en ai pour 10 € au total. Et en fait, je le fais aussi dans la piscine, par exemple la nuit, alors avec les étoiles, c'est juste divin. Et je le fais avec de l'hyperventilation, et aussi parfois avec des chants, etc. Alors je ne vous dis pas les tripes que je me tape, hein. Alors là, franchement, vraiment en fait cette sensation où en fait vous laissez aller, mais je suis désolé, comme une grosse merde. C'est-à-dire que vous vous dites, ah, voilà, je suis vraiment trop lourd, trop feignant, je ne peux pas bouger le moindre. Et en fait, il y a le poids du corps qui disparaît totalement. Et en fait, même les repères du corps qui disparaissent. C'est des sensations extraordinaires. Alors, je vous invite à travailler peut-être au départ, si vous pouvez vous le permettre. Mais encore une fois, de mémoire, c'est bien 60-80 €. Donc, c'est onéreux, hein.
C'est un budget, mais et ensuite, ça vous donnera une idée et je vous invite à faire ce que je vous ai dit, le petit bricole, du bricolage. Vous mettez juste un petit boudin, comme le truc pour pas que la tête tombe dans un avion. Trouvez, des petits flotteurs, les brassières, des mômes, hein, ça marche très bien. Vous le mettez au niveau des pieds et vous allez voir, vous flottez en fait et de là, vous pouvez, je vous dis, faire des hyperventilations. Faites gaffe de ne pas couler, faites gaffe de pas, soyez, surveillés par quelqu'un bien entendu et tout ce que je dis, faites gaffe, hein, on ne va pas rentrer dans le vous n'êtes pas des enfants et on est tous des adultes conscients, mais honnêtement, tester, c'est génial, c'est vraiment génial. Je vous invite aussi, alors nous on l'enseigne, je le pratique très régulièrement, la, la danse derviche soufi. D'accord. Donc, en fait, c'est assez simple. C'est juste de tournoyer sur soi-même. Ok, bon, je vous invite à regarder, vous allez trouver assez facilement. Il y a un système des mains et vous tournoyez. Alors, au début, vous allez avoir le tournis, etc. Et en fait, c'est très métaphorique. C'est beaucoup plus simple que. En fait, c'est l'univers qui tourne autour de vous et vous tentez d'être centré avec vous-même, aligné avec l'univers, avec Dieu, et vous tombez dans une forme d'ivresse divine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui j'aime à pratiquer. C'est différent hein, de la danse extatique. Alors nous, quand on le fait avec des chants. On a deux personnes qui sont là, des locaux débalinés, donc ils sont justement dans cette, comment dire, dans cette musique qui est très rythmée, etc. Moi, je tente de les accompagner par le chant, par aussi le tambour, etc., de la mesure du possible. Et c'est juste magnifique. Alors je récite des poèmes de Rumi en l'occurrence, et je me souviens avoir fait, mais c'était une personne, c'était un Américain, il était venu, on sentait qu'il n'en a rien à foutre de la retraite, c'était plus pour faire plaisir à sa copine, et je n'ai pas compris, enfin, il s'est liquéfié au début quand on a commencé à faire les premières percussions, la musique, et je récitais un poème de Rumi, qui était évidemment, je l'avais choisi, donc c'était en anglais, mais extrêmement puissant. Et il s'est liquéfié. Il a pleuré comme un gamin. Et après, enfin, c'était assez hallucinant. Ça avait cassé la glace. Il est venu m'embrasser, etc. Et je pense que ça avait créé quelque chose. C'est puissant. Hein. Je veux dire, franchement, quand en plus vous faites ensuite les sensations, enfin les mouvements et tout, ouais, il y a moyen d'activer quelque chose de très très fort en vous. Voilà, je vous invite, ces nouvelles sensations, ces nouvelles choses, alors il y en a bien, bien plus que ça, mais en l'occurrence, là, je vous en donne que 3. Alors, bien entendu, ça va de soi, la méditation au quotidien, la pleine conscience au quotidien sont des moyens de palliatif. Ça, c'est évident. C'est plus à terme. C'est une fois que vous êtes sevré, mais aussi ça peut être faire la bascule, la transition. Alors, dans l'absolu, une des techniques, évidemment, c'est l'holistyle de vie. Comme je vous ai expliqué, holistique, une dimension sacrée, holistique dans votre vie au quotidien, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie, faire du sport, faire avec plaisir, bien manger, faire de la méditation, bien dormir, etc. Enfin, tout ce qu'on voit depuis le début, en gros, toutes les clés qui sont une forme de complétude à tous les égards. Vous êtes bien dans vos pompes, bien dans votre coupe, bien dans votre tête. Bien dans vos émotions parce que vous avez fait le nettoyage des traumas, des lignées, des karmas. Vous faites des choses dans lesquelles vous réalisez votre dimension personnelle, professionnelle, tout y a un équilibre. Tout ça fait qu'en gros, comme j'essaie de vous témoigner, mais encore une fois, ce n'est pas du prosélytisme, c'est juste un partage, c'est en gros, en fait, oui, je n'ai plus cette grosse claque où j'étais bourré, j'étais trop bien, je me sens bien, je suis trop cool et tout. Mais en fait, ça, c'est un peu plus, ça a redescendu. Et en fait, je suis au quotidien, j'ai une sorte et j'ai des extases mystiques tous les jours. J'ai un putain de shoot tous les jours. Je cours ou je m'arrête et j'ai des larmes. Je me sens empli justement de cette unité qu'on pourrait qualifier de divine. Je tremble et j'ai envie d'embrasser tout, la nature, faire des bisous, enfin tout. Et je dis un grand merci Dieu. Et ça dure parfois quelques secondes, parfois une minute. C'est très fort, c'est très intense. Et j'ai bien envie Et je pense que nous sommes individuellement dans cette quête aussi de partage parce que parfois je me dis mon corps ne peut pas contenir tout ça. Et il a besoin, un peu comme la bouteille de champagne, il a besoin de partager. Et je rêve que chacun puisse accéder à ça parce que franchement, c'est magique. Ça change un homme, une femme. C'est vraiment un truc où. Et donc, du coup, ma journée, ma vie n'est qu'une petite juxtaposition de petits plaisirs. Mais encore une fois, si vous mettez n'importe qui dans ma vie, il va se dire ah bon, c'est ça?
Bah, il nous vend du rêve lui, le monsieur, parce que c'est de la merde en fait, c'est juste cuit vapeur. Il s'extasie, de faire un café, il s'extasie juste d'aller, dire bonjour aux plantes, il s'extasie enfin, de juste un petit repas, il est content d'avoir du riz, c'est quoi le délire, quoi? Bah ouais, parce qu'en fait, on en revient à ce truc en fait, d'enlever ses lunettes noires et surtout, en fait, par la technique du chaos, bah, vous relativisez tout et c'est comme si j'étais mort, à plusieurs reprises et on me donnait du rab et je me disais: «Ah merci, ah finalement tout ça c'est incroyable» et de là même à l'extrême, même un moment où vous avez un petit coup de blues, vous êtes triste et ben même là vous pouvez prendre du plaisir. Alors là, c'est arrivé à un niveau encore différent. Bon, je vous invite à réfléchir, mais voilà, c'est ça et vous savez, c'est cette idée, cette ivresse divine. C'est ce dont on parle dans le soufisme et dans le soufisme, évidemment, ils picolent pas, hein, les gars. C'est pas, c'est vraiment un truc, les mystiques en ont beaucoup témoigné, que ce soit saint François d'Assise, que ce soit, comment elle s'appelait, pardon? Ah, d'Évreux, elle est d'Évreux, une carmélite, bon, le nom m'a bon bref, mais il y en a, beaucoup d'illustres même inconnus qui avaient juste des révélations mystiques, qui étaient connectés et qui étaient intuitifs et qui téléchargeaient. C'est ce qu'on nous rappellerait aujourd'hui communément, des médiums ou des channeling tout simplement et ils avaient des révélations et des moments comme ça d'extase, mystique et cetera et puis il y en a qui ont pas été, ça me revient pas, bon peu importe. Quelques conseils, 10 en l'occurrence, être conscient à la base et de reconnaître son addiction. D'accord? Ça, c'est la première étape. Sinon, c'est le déni. «Oh non, mais» et puis on a toujours, des bonnes excuses, hein, du genre: «Moi, un problème d'alcool? Bah non, ça va quoi, c'est bon, je suis un bon vivant quoi, je m'envoie une bouteille de whisky par jour». «Attends, hé Thierry, il est bien dans ses pompes, tu vu, il a une bonne profession et tout, il s'en envoie une et demie ou 2. Oh ça va du coup?» «Ouais, ouais, OK». Donc déjà, en fait, l'acceptation de dire: «Ouais, c'est vrai que par rapport à vous, hein, j'ai un problème». Donc ça, c'est la première étape, c'est super important. C'est déjà super bien de le faire. 2, c'est de ressentir un besoin de s'affranchir. On constate, on fait un diagnostic, on constate que ouais, ça m'apporte pas mal de désagréments, cette histoire d'addiction, donc je, je me dis que je serais quand même mieux, j'ai un besoin de m'en départir ou de réduire tout au moins. Alors, je vous invite, troisième point, c'est de faire une liste de tous les méfaits liés à votre addiction, tous les problèmes que ça vous engendre et vous mettez sur une liste, sur un papier et mettez en parallèle aussi tout ce que ça apporte de positif. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans le déni qu'une addiction, ça apporte du bien. Ah, je suis bien, je me sens détendu. Ah, je suis comme dans un cocon. Ah, je ne sens plus mon corps. Ah, mes problèmes, ils s'envolent, etc. Donc ça, c'est tous les bienfaits, entre guillemets. Et puis surtout, mettez en parallèle tout ce que ça vous apporte de négatif. Alors si je prenais l'exemple de l'alcool, je ne sais pas, c'est fictif, mais bah, c'est dangereux pour ma santé. Ah bon? Bah ouais. Et celle des autres. Bah, si je conduis, je mets en danger la vie des autres, ma famille peut-être, et cetera. 2, bah, ça me rend agressif parfois ou bien ça me rend complètement, stupide. OK, je dis vraiment des conneries et franchement je suis ridicule, ma femme a honte et cetera. C'est pas mon cas, hein, je vous ai dit, moi j'ai arrêté, mais je me projette, c'est assez simple, je pense qu'il y en a plein que ça doit être comme ça. 3, mes gueules de bois sont un calvaire, c'est un calvaire. Du genre, j'ai la gueule en vrac, j'ai envie de rien, le moindre bruit, gamin rigole, j'ai envie de le tuer. Enfin, vous voyez, l'extrême quoi. Vous supportez rien et ça vous fait mal. Vous avez, enfin, c'est atroce, une gueule de bois, la grosse barre dans la tête. Vous avez pris 2 aspirines et vous êtes encore dedans. C'est atroce. Bah, ça met en danger mon environnement, enfin ma dimension sociale avec les autres, mon couple, ma famille, mes enfants. Je suis pas là, je les calcule pas, je joue pas avec eux, ou bien, enfin ils le voient, ils ont honte. Ou bien bah, on ne va plus trop dans les dîners parce que j'ai fait des escandres ou parce qu'à un moment je pars complètement en couille, en délire, ils ne veulent plus nous inviter, ou bien parce que ça casse mes liens sociaux dans l'absolu, parce qu'au travail on le voit, on commence à avoir deux, trois petites mises au point, voilà, ça coûte cher, c'est un budget. Dans l'absolu, bah, des choses assez simples. Bah, ça me fait vieillir. Je prends façon dans la gueule parce que je suis boursouflé, etc. Je me le sens. Ma peau est dégueulasse. Je sens que j'ai pris cher, etc. Je pue.
Ah bon? Je pue? Bah, ouais, ouais, je pue la tease. C'est-à-dire que je sens la cave à papy, comme diraient, parfois un peu les gamins. «Ah, il sent la cave à papy!» Bah, ouais, ouais, il sent la cave à papy. C'est-à-dire, même le lendemain, il pue encore. Donc quand vous allez au travail, les collègues, «Il prend des douches lui?» Bah oui, il prend des douches, mais c'est encore dans le sang. Donc il y a un moment, il faut 24 heures pour le dégager. C'est comme l'ail. Donc bon, bah, sauf que l'ail, ça pue, mais c'est pas le même effet, quoi. Donc vraiment, enfin, il y en a pléthore, hein, c'est pas exhaustif, mais voilà, dès lors qu'on voit tout ça en se disant: «Ah, c'est vrai, est-ce que ça vaut le coup finalement? Est-ce que ça vaut vraiment le coup mettre en péril tout ça?» Par rapport à ces moments qui sont finalement, minimes, c'est-à-dire je me pète la gueule, OK, je suis bien pendant 4 heures, mais si derrière j'ai 20 heures où je comate, où je suis pas bien et c'est un conflit, je fais la balance et en fait déjà là c'est analytique, c'est «cartésien» entre guillemets, c'est de visualiser comme tel. Et de visualiser, de relire très souvent ces méfaits. Comme ça va vous booster à peut-être, entreprendre. Alors, décrivez, faites une liste de tout ce qui vous arriverait de positif si vous arrêtiez. C'est une capitalisation dans l'autre sens de tous les bienfaits si d'aventure vous étiez sans toutes ces addictions. Visualisez, relisez-la, fréquemment et imbibez-vous de ça. C'est très important dans ce schéma de sevrage et de volonté de le faire, surtout, de passer le. Alors bien entendu, c'est la somatique, être convaincu qu'on peut y arriver. Et même si c'est difficile, et même s'il y a une rechute, c'est pas grave. S'il y a des rechutes, c'est normal. C'est les principes d'addiction, ça arrive souvent. Alors justement, euh, j'ai côtoyé pendant plus de 3 mois au Mexique une amie qui s'appelait Manon, ancienne grande toxicomane de tout, addict, qui a créé un centre au Mexique qui s'appelle Oceanica. Manon, si tu nous regardes, qui est une Mexicaine, ancêtre du XVIIIe siècle français, ces communautés françaises, etc., qui sont arrivées très tôt dans les bagages de Louis XV. Bon bref, une histoire de synchronicité, on s'est rencontrés parce qu'on avait loupé notre avion, etc. Enfin, personne incroyable, plein de connexions, plein de... Bon bref. Et en fait, bon, on a beaucoup, beaucoup échangé. Et en fait, dans son centre, moi, je n'ai pas participé au centre. Ma compagne, dans le passé, dans le futur, pardon, elle a, quelques années plus tard, elle est retournée pour justement ces traitements d'addiction. Bon, bref, au TCA notamment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, leur mot d'ordre, c'était solo para hoy. Donc, c'était uniquement pour aujourd'hui. En gros, et pourquoi ça, c'est super important. Ne vous dites pas, j'arrête à vie, parce que ça, c'est une putain d'angoisse. Et surtout, une grosse pression. En fait, dès lors que vous êtes conditionné avec votre drogue et votre produit ou votre substance ou machin, en fait, c'est une petite mort. Ça veut dire qu'en fait, vous l'aimez bien finalement, votre addiction. Le produit, on l'aime bien. Moi, j'adorais l'alcool. À un moment, quand je me suis dit, recta, j'arrête direct du jour au lendemain, bien sûr, ça me faisait chier. Parce que je me disais, putain, je l'aime cet alcool, en fait. Et c'est un truc vraiment vicieux, c'est un truc nocif, c'est comme la perversion narcissique, c'est du même ordre. Et en fait, donc, c'est mieux en fait de vous dire juste pour aujourd'hui ou pour quelques heures, j'essaie. D'accord? Comme la méditation, je vous ai dit au début, tentez de ne pas penser pendant 2 secondes, c'est déjà bien. 5 secondes, c'est super bien. 10 secondes, c'est super bien. Et ainsi de suite. Et plus vous allez repousser dans le temps et vous faites un concours avec vous-même. Ah, je vais essayer une journée. Ah tiens, j'ai réussi une journée. Tiens, j'ai finalement, allez, on pousse le truc. 2 jours. Ah tiens, j'ai réussi à tenir 3 jours. Ah mince, là, j'en peux plus, il faut que je fête ça, je célèbre ça, donc je rebois. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Et petit à petit, tiens, j'ai fait 4 jours après. Et puis après, j'ai fait une semaine. Putain, c'est vrai que la vie est quand même plus sympa, hein. Quand je me lève le matin et tout, franchement, mes sens reviennent, etc., etc. Et cetera. Et je me dis, et petit à petit, ça va venir, ça va venir. Faut pas se mettre la pression parce que s'il y a des rechutes, c'est pas grave. Ça, c'est le 7e point. Être patient. Être patient, je vous ai expliqué, un arbre, ça met du temps pour pousser. Gueuler sur un arbre, ça va pas faire grand-chose. Mettez plein de fertilisants, ça va pas faire grand-chose. D'accord? Donc c'est la même chose. Il y a un rythme naturel dans les choses. Au-delà de ça, c'est neurologique. C'est-à-dire en fait, je vous ai expliqué les neurones et les connexions avec les synapses, les synapses, c'est-à-dire l'électricité qui connecte de neurones. En fait, les liens sont rompus, sont obstrués. Du coup,
forcément, pour recouvrer le bonheur naturel, ça ne vient pas tout de suite. Il faut peut-être attendre 3 mois, 4 mois. C'est pour ça qu'en général, quand on arrête la substance pendant 3, 4 mois, en fait, la vie nous semble fade parce qu'on n'arrive plus à accéder à ces moments de bonheur. Donc très souvent, au bout d'un mois, 2 mois, vous allez replonger. C'est pour ça qu'il y a tant de rechutes. Parce que, donc il faut savoir patienter, se dire, OK, pendant 6 mois, ça va peut-être être galère, d'où ces besoins d'avoir des sports extrêmes, l'hyperventilation, les trucs qui vont vous permettre d'accéder à ça naturellement. C'est l'idée, hein, c'est juste la transition dans ce sens. Se faire aider, bien entendu, se faire aider par la cellule familiale, avoir un soutien, les amis, se faire aider avec des thérapeutes, des psychiatres, des gens dans la médecine, hein, dans la science réelle, hein, pour les traitements des addictions. Il y a des addictologues, hein, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Moi, j'ai fait une formation, mais voilà, et puis le ressenti, etc. Mais je veux dire, il y a des gens, des spécialistes, c'est leur vie. Ils ont fait des études pendant des années et des années. Ils ont un bagage de 20 ans. Ça bien plus probant que moi avec ces petits conseils. Bien entendu, il faut quand même s'en remettre aux experts. Donc, de voir dans l'absolu. Alors, autre point, c'est d'avoir aussi de casser sa routine. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pavlovien. Si vous conservez les mêmes habitudes, alors changez votre déco, changez un truc, parce qu'en fait, ou même si, c'est con à dire, mais si vous continuez à fréquenter les mêmes potes qui étaient des potes de beuverie, si vous êtes alcoolique, et vous continuez à aller au troquet en buvant une petite menthe à l'eau, ça va être difficile l'histoire. Du même ordre que si vous aviez le rituel de rentrer à la maison, poser votre cartable, si vous êtes prof, j'en sais rien, ou votre, je sais pas, informaticien, bon bref, et que systématiquement on n'a même pas encore tombé la veste, qu'on va directement dans le bar et on se verse un petit remontant, déjà il faut le casser ça. Il faut casser ce truc de ne faut pas rentrer à la maison. Non, il faut faire un autre truc. Il faut peut-être, oui, les premiers temps, aller dans un parc, aller se balader avant de rentrer, etc. Et de se dire, non, je vais rentrer, j'aurai super faim. Et je me mets directement à faire la cuisine, etc. Puis je mets de la musique, et puis je fais une petite danse, transcendance, avant peut-être. Et là, vous cassez la dynamique. Ça, c'est super important parce que sinon, on recrée les schémas, hein, c'est évident. Bien entendu, avoir un palliatif, c'est évident, c'est ce qu'on a dit, un centre d'intérêt, mais aussi lié à ces 8 techniques que je vous ai dépeints, mais il y en a bien d'autres, bien entendu. Alors, évidemment, vous savez, j'ai expliqué au départ, l'addiction est très liée souvent à la notion d'émotion, comme l'argent. Il y a une addiction aussi à l'argent, hein, qui est liée, on peut faire un parallèle avec la clé suivante qui sera l'hypersensibilité, et notamment parce que les hypersensibles ont un potentiel d'addiction encore plus fort, encore plus développé que les autres personnes. Je ne dis pas les gens normaux parce qu'il n'y a pas de normalité, pour moi ça n'a pas de sens de dire normaux. Qu'une autre forme de majorité de la population. Donc ça, c'est important. On le verra dans l'autre sens. Et pourquoi l'hypersensibilité est importante dans cette clé, parce qu'il y a 25 à 33% des gens, donc vous avez de grandes chances de l'être, surtout dans la proportion des gens qui s'ouvrent dans la spiritualité haute, c'est quasiment 50%. Et surtout, vous avez de grandes chances aussi d'en connaître. Comme si je faisais une clé sur les pervers narcissiques, on en connaît tous plus ou moins de loin. On préférerait que ce soit encore plus loin, de loin de près, d'accord? Donc c'est important, mais c'est surtout en fait, vous verrez que l'hypersensibilité n'est pas une maladie, bien gérée, je suis à la base hypersensible, bien gérée, c'est un trésor, c'est comme un couteau, c'est un trésor dès lors que vous avez réussi à le gérer. Comme un barrage, hein, vous arrivez à jauger, c'est un calvaire dès lors que vous en êtes victime. Voilà. Donc, mais bon, dans l'absolu, je vous invite vraiment à cogiter sur cette notion d'addiction, de voir un petit peu, faire un bilan. Est-ce que vous êtes addict à quelque chose? Est-ce que ça vous empêche de vivre normalement? Est-ce que ça vous peine, etc. De voir ça. Encore une fois, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, c'est vous qui voyez, c'est bien entendu une des clés pour vous façonner votre passe-partout, d'ouvrir les portes de la conscience et de la complétude, de l'unité recouvrée éventuellement. Bien entendu, comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!